Comment investir dans l'immobilier quand nous sommes entrepreneurs? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Stratégies dans laquelle on va s'adresser aux entrepreneurs qui ont pour ambition de lever plusieurs millions d'euros en immobilier au travers de leur activité d'entrepreneur. Avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pense à activer la cloche de notification pour être alerté lorsque nous sortons un nouveau contenu. Tu trouveras également sur la chaîne beaucoup de contenu en lien avec les stratégies immobilières. Et quand je parle de stratégie immobilière, je ne parle pas de faire un petit LMNPA, une LCD, une coloc ou acheter une place de parking ou pire, investir dans les mobil-homes. Je parle de déployer des stratégies pour se constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Tu peux également nous rejoindre sur Discord pour échanger avec la communauté, poser tes questions et avoir plus de valeur. Tous les liens se trouvent sous la vidéo, dans la description, et c'est entièrement offert. Également, nous allons animer une session de coaching live, comment lever 5 millions d'euros avec un salaire de 3 000 euros, et ce n'est pas de la publicité mensongère. Dans ce coaching live, nous allons dévoiler l'indispensable Mashkirovka bancaire que nous allons introduire dans cette vidéo et stratégie qu'il faut mettre absolument en place pour pouvoir investir massivement dans l'immobilier. L'inscription, elle est entièrement gratuite, se fait en quelques secondes. Le lien se trouvera en haut à droite de la vidéo, dans les commentaires et dans le commentaire mis en avant également. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Comment introduire cette vidéo pour vous qui la regardez? Les entrepreneurs, il faut savoir qu'ils ont une difficulté supplémentaire pour lever des fonds auprès des banques pour investir dans l'immobilier. Ils n'ont pas le meilleur statut qui soit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le problème, mais également t'apporter les solutions. Donc, si tu es entrepreneur et que tu souhaites investir, reste bien jusqu'au bout et écoute très attentivement. Donc, assure-toi de l'écouter également dans l'ordre. N'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux également, car cela pourra aider des gens autour de toi qui sont entrepreneurs et qui ont également envie d'investir massivement. Prenons également un petit temps pour rappeler le timing de ce que nous allons voir ici. Et c'est un rappel excessivement important parce que les entrepreneurs ont une question de timing qu'il faut absolument prendre en compte. Tout ce que nous allons expliquer ici devra être mis en place absolument avant la fin de l'année précédant l'année où tu veux déployer la stratégie d'investissement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que si tu veux investir en 2025, il faut que tout ce que nous voyons soit mis en place au plus tard, au Q4 2024. Si tu attends 2025 pour le mettre en place, cela sera optimal pour investir en 2026 et tu perdras une année et tu auras un coût d'opportunité important. Il faut en avoir conscience à cause des problématiques propres des entrepreneurs pour investir dans l'immobilier par rapport aux banques. Ta situation, on s'en fout. La question, c'est est-ce que la banque te dit oui et combien de fois elle va te dire oui? Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les banques n'aiment pas forcément les entrepreneurs? Pour cela, je vais prendre une illustration parce que c'est bien beau de le dire, mais autant laisser à quelqu'un d'autre le soin de l'expliquer, de vous partager son expérience avec les banques lorsqu'il a souhaité lever des fonds en tant qu'entrepreneur. Et la dernière question, c'est les banques. Écoute, c'est paradoxal, mais plus je gagnais, plus j'avais pas forcément une capacité d'emprunt forte parce que je gagnais en mode entrepreneur. C'est-à-dire que j'avais pas de salaire, moi je me versais, ça paraît beaucoup, mais 150 000 euros, tu vois, ce qui est pas beaucoup d'un point de vue CDI. Et les banques, elles aiment pas forcément prêter à des entrepreneurs. Faut arrêter les conneries. Comme le dit Manu, il faut arrêter les conneries. Quand tu es entrepreneur et que tu souhaites investir massivement dans l'immobilier, il faut que tu adoptes une stratégie russe. Pas celle d'aller envahir un immeuble en appelant cela un investissement spécial, mais la technique russe de la Mashkirovka. Les banques, le souci, c'est qu'elles me suivent pas forcément, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, je veux faire un crédit sur 20 ans, t'as beau leur montrer, c'est paradoxal. La première fois que j'y étais, je regardais pour une résidence principale et tout. Moi, j'arrive chez le banquier en mode grand roi, quoi, tu vois. Bon, je vais acheter un truc, il me fait le meilleur taux, évidemment. Et après, il me dit non, mais ça va être chaud et tout. Je dis, mais pourquoi chaud? Je dis, regarde ma holding, regarde ce que j'ai. Enfin, tu vois, vraiment, sur les bilans, j'étais persuadé, les apparts, tu peux l'acheter 4 fois cash, si tu veux, tu vois. Et il voulait pas me prêter. Dommage que tu ne sois pas sur Patrimoine Exponentiel, car tu n'aurais pas fait cette erreur. Une banque est une joueuse d'échecs, pas une joueuse de poker. En essayant de la bluffer, cela ne fonctionne jamais. Il est donc nécessaire de rappeler, après cet extrait d'Anthony Bourbon, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, qui est fondateur d'une société qui s'appelle FID et qui est également présentateur de Qui veut être mon associé sur M6, si je ne dis pas de bêtises. Tes fonds propres ne sont pas ceux d'Anthony Bourbon.
quand les résultats de ta société sont sans doute également inférieurs à ceux d'Anthony Bourbon, penses-tu que malgré tout, tu vas pouvoir faire mieux que lui, qui s'est vu refuser un financement de résidence principale, qui est le financement le plus facile à obtenir, pour lequel les banques ont le plus de dérogations pour financer la résidence principale? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire mieux alors que tu as moins d'argent que lui? C'est important de le préciser, c'est important de l'avoir en tête. Donc, les revenus d'un entrepreneur dépendent d'une entreprise. Tu vas te dire, je suis bien avancé avec ça. La rémunération d'un entrepreneur va dépendre largement des revenus de son entreprise. Et ces revenus peuvent faire le yo-yo, ce qui n'est pas forcément le cas avec un CDI, on le verra ensuite. Par exemple, dans un vlog récent, L'incroyable pouvoir du long terme, je prenais l'exemple d'un entrepreneur sur Internet que vous connaissez sans doute tous, qui a vu son chiffre d'affaires être divisé par 15 en moins d'un an, et pourtant il dispose d'une énorme visibilité. On parle d'une visibilité sur YouTube massive, on parle d'une visibilité sur les podcasts massive, on parle d'une visibilité sur LinkedIn de plus de 150 000 personnes qui le suivent, et vous le connaissez tous. Mais pour autant, en tant qu'entrepreneur, il a vu son chiffre d'affaires divisé par 15. Au-delà de ça, un entrepreneur peut avoir beaucoup plus de risques d'échec, de faillite, et sera quasiment impossible à se faire embaucher et avoir la même rémunération qui se versait en tant que salarié. Je dis bien quasi impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais ce que je veux dire, c'est que le risque de faillite d'un salarié c'est infiniment moins élevé. Donc il faut le comprendre. Et la banque, ça fonctionne comme une société d'assurance, ça marche par statistique. Si demain, il y a une statistique qui dit que 90% des gens qui ont un pull rouge ne remboursent pas leurs prêts, si tu arrives à la banque avec un pull rouge, même avec un gros salaire, elle ne te financera pas puisqu'elle se base sur des statistiques et des probabilités. Et concernant la possibilité de se faire réembaucher, j'ai une petite anecdote d'un ancien entrepreneur qui était devenu salarié. Ça, c'était à l'époque où je travaillais avant d'arriver sur Internet, où on avait une usine aux Pays-Bas et on avait recruté une personne qui avait 62 ans et qui avait été un chef d'entreprise dans le même domaine d'activité qui était, pour ceux que ça intéresse, le contract manufacturing. Et cette personne avait une très grosse boîte à l'époque et avait fait faillite. Il me semble que c'était en 2008-2009 qu'il avait fait faillite pendant la crise. Et cette personne, on l'avait recrutée en pensant qu'on aurait l'expérience de quelqu'un. Le problème, c'est impossible à gérer. C'est impossible à gérer, ça n'écoute pas, ça pense avoir toujours raison, et au bout d'un moment, on est obligé de lui rappeler, écoute, si moi je suis à ma place et que toi tu es à la tienne, c'est parce que tu as été incapable de rester à la mienne. Donc maintenant, tu m'écoutes, et c'est pas l'inverse forcément. Donc, c'est très, très dur de recruter un ancien entrepreneur et certains disaient que les entrepreneurs avaient un refus de l'autorité et que c'était une des caractéristiques de l'entrepreneur. J'en finirai sur cette anecdote. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque tu es entrepreneur et que tu vas à la banque pour un financement, on va te demander à minima 3 bilans pour s'assurer d'une certaine pérennité des revenus, que ça ne fasse pas le yo-yo et la croissance de ces derniers sur les trois dernières années. Il est toujours possible de déroger à la règle. Il y a toujours des exceptions. Mais cela nécessite stratégie avancée. À titre personnel, j'ai conseillé un client qui a levé près de 700 000 euros pour de l'immobilier au travers de sa société. Il n'avait pas encore son premier bilan et est rentré d'expatriation. Et il n'avait pas d'argent familial, il n'avait pas sa mère pour se porter caution. Mais cette opération est une opération d'exception qu'on ne peut pas reproduire. Et pour s'enrichir dans l'immobilier, le tout est d'être dans sa capacité à répéter l'opération. Je vous recommanderai un contenu pour vous l'expliquer à la fin de cette vidéo. Donc, c'est important et c'est quelque chose que je prends dans le Mastermind PNL, dont je t'affiche le lien en haut à droite, dont la prochaine session aura lieu à la rentrée 2024. Donc, quand tu sais qu'un entrepreneur n'est pas apprécié par les banques et que les banques préfèrent un salarié,
Mais présente-toi comme un salarié. Un salarié hors période d'essai va recevoir un salaire, peu importe la situation économique de la société, ça rassure la banque. Quand bien même la société a fait faillite, si toi, demain, ta société a fait faillite, tu n'as plus rien. Et à la limite, on peut même aller chercher une banqueroute et aller te chercher tes biens personnels. Le salarié qui bosserait pour ta boîte et qui aurait peut-être un salaire supérieur au tien, d'abord, les salariés disposent de ce qu'on appelle en droit français un super privilège, c'est qu'ils passent devant tout le monde. Et en plus, si tu n'as plus d'argent pour les payer, ils sont couverts par ce qu'on appelle les AGS qui leur versera les salaires. Donc la sécurité d'un salarié pour une banque est bien plus élevée. Le salaire, il ne va pas faire de yo-yo. Tu ne vas pas avoir un salarié qui va, à part des vendeurs à la com, mais qui ont un tout petit salaire et qui ont beaucoup de primes, le salaire, il ne va pas faire du yo-yo. Quelqu'un qui gagne 300 000 euros cette année de salaire, un salarié qui a ce genre de salaire, ça doit exister en France quand même, ne va pas avoir un salaire de 20 000 euros l'année prochaine. Sinon, il y a vraiment un problème, à part s'il est parti élever des brebis dans le Larzac. Mais par contre, c'est le cas de l'entrepreneur, c'est possible pour l'entrepreneur et peut-être quelquefois plus fréquemment qu'on ne le pense. Et j'ai évoqué un entrepreneur que vous connaissez tous, c'était son cas, il a partagé lui-même sur un post LinkedIn. Le salaire, il va être à minima stable, voire il va augmenter d'une année à l'autre. Voire s'il y a un changement d'emploi, il ne peut qu'augmenter le salaire. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui commence à 3 000 euros et 5 ans après qui a 2 500. Quelqu'un qui commence à 3 000 euros, au fur et à mesure de son expérience, son salaire, il augmente. C'est la stabilité absolue. C'est la garantie absolue pour une banque. Ça y rassure. Et quand bien même un employé a fait une connerie et qu'il se fait virer, il touche pendant 18 mois le chômage. Toi, si demain tu fais une connerie et que tu déposes le bilan, tu vas pas avoir les assurances chômage qui vont te verser pendant 18 mois ton revenu. Donc, il faut en avoir conscience et c'est pour ça que les banques préfèrent les employés. Et quand bien même tu te fais licencier, comme je l'ai dit, tu vas avoir le chômage, tu vas retrouver sans doute un job similaire avec un salaire similaire ou voire plus élevé. Donc, la stabilité d'un salarié est beaucoup plus appréciée que le yo-yo de l'entrepreneur, même si ton business ne fait pas forcément le yo-yo. Rentrons maintenant dans le principe de la maskirovka du CDI, c'est-à-dire pour un entrepreneur se faire passer pour un salarié qui doit être fait à 2 niveaux et c'est très important de le comprendre. Le premier niveau, ça va être de transformer l'entrepreneur que tu es en salarié. Il va falloir donc se transformer en salarié aux yeux de la banque. Pas seulement faire un petit bout de papier ou changer ton post LinkedIn. Si tu souhaites pouvoir lever des fonds et ce de manière massive et répéter l'opération, tu vas devoir être le parfait salarié. Généralement, les gens me disent « Ouais, mais mon banquier, il me connaît, il m'a dit qu'il me suivrait. » Oui, mais ton banquier, d'abord, il va te financer au pire 1 ou 2 opérations, mais en réalité, avec un bon statut d'employé, tu dois être capable de lever des fonds à 500 km de chez toi, d'une banque dont tu n'es pas client, sans pour autant t'y rendre. Alors les gens vont me dire c'est pas possible. Ah, il me faudrait peut-être là. Ouais, c'est pas possible, tu racontes du pipeau, nani nana. Comment font les gens quand va voir ton banquier avec un bien à 500 km, tu vas voir ce qu'il va dire. Il va dire va voir une banque locale pour te financer le bien. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard ou Polytechnic School of London pour le comprendre. Il va falloir agir avec un angle différent. Avoir une clé qui ouvre toutes les serrures sera toujours de meilleure facture qu'une serrure dans laquelle on essaye toutes les clés. Et ça, c'est très important de le préciser. L'enrichissement en immobilier naît de la répétition, c'est-à-dire d'être capable de répéter. C'est un peu partout en business. Le plus dur est d'établir et le plus simple est de répéter la chose. C'est très important de le préciser. C'est exactement pareil en immobilier sur des niveaux de montant dont on parle, qui est une activité entrepreneuriale à elle seule. Comme je l'ai dit, cette stratégie et non une tactique. La distinction entre stratégie et tactique, c'est qu'une stratégie prend un ensemble de tactiques en compte, va se concentrer à 2 niveaux. Le premier niveau sur lequel on va se concentrer, c'est toi, personne physique. C'est à ton niveau personnel, puisque tu auras également à agir sur ta société, on le verra ensuite. À ton niveau personnel, qu'est-ce que tu vas devoir faire ? Pour passer pour un salarié, il va déjà falloir être salarié. C'est tout bête, c'est tout simple, mais certaines personnes l'oublient. Cela
peut te paraître débile, dit comme ça, mais il faut d'abord l'être, c'est-à-dire être salarié de sa société, avoir des bulletins de paye, avoir des fiches de paye, avoir tout ça. Il va falloir également prendre en compte l'ensemble des documents que les banques vont te demander et faire correspondre les informations qui sont contenues dans ces documents avec ton statut de salarié et le faire correspondre à ton discours également. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, et on le verra sur la société un peu plus tard, c'est que toutes les sociétés ne peuvent pas faire des fiches de paye et toutes les sociétés ne versent pas forcément un salaire. C'est important. Ce qui va avoir un impact au niveau de ta société, puisque tu vas peut-être devoir changer de forme de société, tu vas devoir mettre également d'autres stratégies sur ta société qu'on va voir juste après. Réfléchis toujours aux documents que va te demander la banque. Et comme je le disais dans le short d'Anthony Bourbon, une banque est une joueuse d'échecs. Ton but n'est pas de la bluffer, ton but est de prévoir ses coups, savoir où elle va regarder et faire correspondre l'ensemble des informations avec ce qu'elle aime voir sans faire le moindre faux, sans mentir, sans faire le moindre faux document qui de toute façon se retournera contre toi. Et je pense qu'aujourd'hui avec les IA, s'aventurer à ce jeu-là est quelque chose de relativement dangereux. C'est intéressant de voir la différence sur les documents demandés également par les banques entre un salarié et un entrepreneur pour illustrer cette différence. Puisqu'un entrepreneur, on lui demande 3 bilans, 3 années ou 36 mois, 3 x 12, tandis qu'un salarié, on lui demande ses 3 derniers bulletins de salaire, on lui demande 3 mois d'historique, ses 3 derniers relevés bancaires. Donc, d'un côté, on va te demander 3 ans, de l'autre côté, on va te demander 3 mois. Ce qui est pratique quand tu mets cette stratégie en place, c'est que si tu fais une erreur, tu n'as qu'à la corriger et ça va durer 3 mois. Un entrepreneur qui se trompe, rappelle-toi ce que j'ai dit sur le timing au début, il va devoir attendre l'année suivante pour remettre en place cette stratégie. Donc, il faut y penser et en avoir conscience. Elle demandera ton dernier avis d'imposition et souvent le bulletin de décembre qui contient une particularité que les employés connaissent tous. Le deuxième niveau sur lequel tu vas devoir agir, après avoir agi à ton niveau personnel, tu vas également devoir agir au niveau de ta société. Et ça, c'est très important de le préciser puisque j'avais dit ça à des gens qui m'avaient dit « Ouais, mais je me suis salarié de ma propre société, ça n'a pas marché. » Oui, du con, on le disait dans une conférence, on faisait chier. Tu as pris l'information, mais l'information, elle est parcellaire. C'est une partie de l'équation. Déjà, la forme de ta société, il va falloir utiliser la bonne forme de société. Si tu veux le faire, je te le dis de suite, utilise la SAS ou la SASU pour mettre en place cette stratégie. Pourquoi? Parce que si tu es en SARL et en EURL, déjà, tu vas devoir changer la forme de ta société, mais surtout, tu vas pas pouvoir te verser des salaires avec une SARL ou une EURL. Tu vas avoir des rémunérations de gérance. Qui dit gérant dit société, qui dit société dit entrepreneur. Tata. Et aussi, enlève CEO sur LinkedIn au cas où ton banquier vienne te voir. Mais tu vas devoir faire une autre chose sur ta société, celle qui te verse le salaire, c'est activer une certaine forme de furtivité sur ta société. Pour ne pas éveiller les soupçons du banquier, tu vas devoir faire en sorte que ta société vole sous les radars bancaires et soit furtive aux yeux du banquier. Sinon, tu reviendras à la case numéro 1, catalogué en tant qu'entrepreneur avec toutes les difficultés que cela entraîne et tu pourras faire un short comme Anthony Bourbon que nous avons vu au début en disant moi je ne me verse pas beaucoup d'argent et je peux encore moins investir qu'Anthony Bourbon, mais moins que 0, c'est pas plus mal. Activer la furtivité de ta société est relativement facile et c'est également pour ça que tu vas utiliser une SASU puisque tu vas te concentrer sur l'outil bancaire qui est utilisé en tenant en compte des outils bancaires de traçage. Une banque, elle n'utilise pas Papers, elle n'utilise pas société.com, mais un logiciel spécifique. Et on rappelle une chose, Papers ou société.com ne sont pas des sites officiels. Le seul site officiel, c'est Infogreffe. Donc, quand j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais ils vont voir, il suffit d'aller sur Papers et ils vont voir que c'est ma société. » D'abord, ils payent un outil particulier et secondement, tu pense que le banquier va aller sur un site qui n'est pas officiel. Il ira sur Infogreffe. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en compte et activer absolument. Pour l'activation de la furtivité,
on va en garder un peu sous le tapis. Pour toutes ces stratégies, tu peux déposer ta candidature à Patrimoine Exponentiel. Ce n'est pas la seule stratégie qu'il faut déployer. Des matchs Kirovka, tu dois en mettre sur tes SCI également. Tu dois en mettre également sur ton profil emprunteur. Tu dois tout faire correspondre et tout mixer ensemble. Pour ceux qui veulent rejoindre un programme d'expertise financière au service de l'investissement immobilier, tu as le lien en haut à droite et également dans la description pour déposer ta candidature. Ça se fait avec un appel avec moi et pas un closer. Pourquoi ? Parce que je veux voir si ton profil correspond au programme d'accompagnement. Donc, n'hésite pas à réserver un appel et déposer ta candidature. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Quand tu souhaites investir massivement dans l'immobilier, lorsque tu es entrepreneur, le plus facile reste encore d'utiliser la carte du salarié. C'est la différence avec un salarié, c'est que toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux te faire passer pour un salarié. Un salarié ne peut pas se faire passer pour un entrepreneur. Autant utiliser cet avantage. J'étais récemment à l'étranger et si vous croyez que c'est différent ailleurs, avec des membres de la communauté qui sont expatriés, et on a eu un rendez-vous chez le banquier. Quand on lui a posé la question, voilà ce qu'il nous a répondu. J'ai fait la traduction et je réécoutais l'enregistrement en question. J'aurais beaucoup plus de facilité à faire accepter un financement bancaire si vous apparaissez pas comme entrepreneur, même avec un salaire plus faible. Voilà ce qu'il a dit, le banquier. Blanc sur noir. Il a dit en anglais, je te le fais en français, c'est exactement ce qu'il a dit. Et curieux, moi, automatiquement, je lui ai demandé s'il n'avait pas quelques solutions pour régler ce problème, comprend une mèche Kirovka. Il m'a communiqué le nom d'un avocat qui avait une solution. Elle est, je dis plus hardcore, mais elle est plus radicale. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, avec un peu d'ingénierie. Mais au final, ça avait la même finalité de te faire passer pour un employé. N'hésite pas à partager ton expérience lorsque tu souhaites obtenir un financement. Si tu es déjà allé voir ton banquier pour investir dans l'immobilier dans les commentaires sous la vidéo, ça serait très intéressant et je répondrai à chacun des commentaires. Et n'hésite pas à me dire si tu étais au courant de ça. Également, si tu veux aller plus loin, je vais te recommander 2 contenus. Comment devenir multimillionnaire via l'immobilier en 7 étapes seulement, où on parle notamment de l'importance de répéter l'opération et pourquoi tu dois absolument investir avec une SCI et pourquoi surtout pas, si tu fais du LMNP, tu t'es déjà tiré une rafale de Kalachnikov dans ton pied. Tu trouveras les 2 contenus, n'hésite pas, plus du contenu qui se trouvera sous la vidéo dans la description. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente soirée. N'oublie pas de lâcher un like pour le référencement et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.